Eh bien, bienvenue à ce webinaire sur l'accueil des nouveaux agents dans la fonction publique et comment innover avec le digital learning. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints et être intéressés par cette thématique. Ce webinaire sera animé aujourd'hui à 3 voix. Je me présente, je suis Stéphanie Dehétan, je suis directrice du département formation chez CEGAP. Et je suis accompagnée par 2 experts de chez CEGAP, donc Éléonore Ladzo. Bonjour. Qui est Digital Learning Manager chez CEGAP et qui pilote la stratégie digitale chez CEGAP et qui conçoit avec nos experts métiers, comme Arnaud, nos modules e-learning. Et Arnaud Marsat, qui est formateur RH spécialisé dans la fonction publique, qui forme depuis plus de 7 ans maintenant les agents RH et de la fonction publique, et notamment qui a animé de nombreuses formations sur être agent public, droit, déontologie, droits et obligations dans la fonction publique. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir. Un petit aperçu du programme que nous allons vous présenter. Donc, on souhaitait aujourd'hui vous présenter des clés pour réinventer l'accueil des nouveaux agents dans la fonction publique, en vous présentant d'abord les enjeux de l'accueil des nouveaux agents dans un contexte en pleine mutation et pourquoi adopter le digital learning pour améliorer l'intégration de vos nouveaux agents. Enfin, on vous présentera les solutions que nous avons développées chez CEGAP pour moderniser et puis pour réinventer ce parcours de formation des nouveaux agents, notamment à travers un nouveau parcours de digital learning que nous vous présenterons. Et puis, on prendra un petit moment en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Très rapidement, une rapide présentation de CEGAP. CEGAP est une entreprise française. Depuis 27 ans, les experts CEGAP sont au service de celles et de ceux qui servent l'intérêt général. Nous sommes convaincus que la digitalisation de la GRH et la formation des agents sont les leviers de transformation de la fonction publique. C'est pourquoi nous proposons des offres autour de nos activités de logiciels et de notre organisme de formation. Donc, sur le logiciel, nous proposons 3 logiciels particuliers sur le SIRH pour la fonction publique au travers de WinPay plus RH, sur une solution logicielle pour la préparation de la paye pour les établissements en paye à façon, qui est WinPay plus RH Prélic, et enfin un logiciel sur la gestion du risque chômage qui est Underline. Associé à ces solutions logicielles, nous proposons une offre de services et d'externalisation de gestion du risque chômage pour les établissements en auto-assurance. Et en parallèle de cette activité logicielle, nous sommes organismes de formation dédiés à la fonction publique et certifiés Calliope. La formation chez CEGAP, très rapidement, parce que vous êtes déjà nombreux à nous connaître, c'est à peu près 8000 stagiaires formés par an, un pool de formateurs de 50 formateurs spécialisés. Et nous sommes très fiers d'afficher une note de satisfaction de 9 sur 10, qui est une note d'excellence qui récompense la qualité de nos formations. Nous proposons plus de 110 programmes de formation exclusivement dédiés à la fonction publique, et qui couvre tous les métiers des ressources humaines, en passant de la gestion de carrière et du statut à la paye, la retraite, les relations sociales, l'égalité et la prévention des discriminations, la gestion du chômage. Nous avons une offre de formation sur la QVCT et la prévention des risques professionnels. Et enfin, nous proposons une offre en management. Chez CEGAP, nous adaptons nos offres aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages, et nous développons pour cela des solutions pédagogiques innovantes et adaptées. Alors, bien entendu, des formations présentielles qui sont enrichies d'une pédagogie active et engageante, des classes virtuelles qui reconstituent toute la qualité d'une formation en présentiel, mais avec des outils adaptés à distance. Et nous sommes résolument engagés dans le digital learning. Pour cela, nous nous appuyons sur 2 forces, en fait. La première qui est notre expertise reconnue dans la fonction publique, et la deuxième, c'est une cellule digitale en interne qui est pilotée notamment par Éléonore
Et c'est vraiment ce combo expert métier interne et cellule interne digital learning qui nous permet de développer des solutions e-learning et blended learning au plus proche des besoins des établissements publics. Nous allons vous présenter d'ailleurs dans ce webinaire notre nouvelle offre 100% e-learning, donc être agent public pour les nouveaux agents, conçue par Arnaud, avec l'appui d'Éléonore sur toute l'ingénierie digitale. Mais au préalable, Arnaud va revenir un peu sur la genèse de pourquoi on a conçu ce parcours de formation et comment nous l'avons créé. À toi, Arnaud. Merci Stéphanie. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde. Alors rapidement, effectivement, les enjeux de l'accueil des nouveaux agents dans la fonction publique. Alors c'est pas un moindre sujet. Je vous rappelle que on a finalement déjà un point d'entrée qui est un peu, j'allais dire, beaucoup même législatif, réglementaire. Vous savez que le Code général de la fonction publique s'enrichit au fil notamment de l'influence du droit communautaire d'un certain nombre de principes, on va dire, assez généraux. Et depuis le 1er septembre 2023, un nouvel article du Code général de la fonction publique, l'article L115-1-7, pardon, très exactement, précise que l'agent public doit recevoir de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. Ce principe a été précisé par un décret d'application du 30 août 2023 qui, si vous voulez, a pour objectif de dire oui, certes, nous, employeurs publics, on n'a pas forcément attendu cette réglementation pour savoir qu'il y avait des choses à faire en termes d'information des agents. Sauf que là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus structuré, si vous voulez. Donc, ce principe crée non seulement un droit pour les agents, mais aussi finalement une nouvelle forme d'obligation, j'allais dire, de communication d'un certain nombre d'informations de la part de l'employeur, donc une forme, si vous voulez, de nouvelle obligation sur des informations, alors on va dire, parfois un petit peu générales, parfois un peu plus, j'allais dire, spécifiques, un peu plus techniques, sur les droits à congés rémunérés, sur la structure de rémunération, sur éventuellement les dispositifs de protection sociale. Donc, si vous voulez, à mon sens, autant de sujets qui, certes, vont être communiqués aux agents à partir donc, de ces nouvelles règles, mais qui peut-être restent toujours un petit peu, j'allais dire, brumeuses. Les agents ne sont pas des spécialistes. Et notre objectif, au travers de ce module, de ce parcours, c'est justement de les spécialiser davantage autour donc d'un certain nombre d'autres enjeux, si vous voulez. Si on regarde un petit peu les défis RH de l'accueil des agents publics, alors il y a quelque chose qui est évident, c'est que si on accueille notamment des candidats qui, il y a 15 jours encore, étaient dans le secteur privé, c'est sûr qu'il peut y avoir une forme de choc des cultures en arrivant dans la fonction publique, qui est, vous le savez, je ne vous apprends rien à vous qui êtes des experts de la matière, qui repose sur des valeurs qui sont très spécifiques à la fonction publique. Alors, je vais citer, si vous voulez, Roger Grégoire, qui était le premier directeur de la fonction publique, qui écrivait notamment que la fonction publique n'est pas un métier comme un autre, c'est un service. Donc, si vous voulez, le premier message à faire passer aux nouveaux arrivants, c'est que, alors évidemment, il ne faut pas non plus leur faire peur, mais il faut leur dire, on arrive dans un secteur très normé, avec beaucoup de codes, notamment en matière de déontologie, on en parlera. Donc, il faut, je veux dire, assumer cette particularité et surtout faire passer le message auprès des nouveaux agents. Si vous voulez, il y a vraiment un enjeu ici. Si vous voulez, en gros, on va avoir trois choses. Il va y avoir la question de fond de l'attractivité de la fonction publique. Il va y avoir la question, une fois qu'on a réussi à recruter des agents, parfois non sans mal, leur accueil et puis après, finalement, leur fidélisation. Donc tout ça se tient. Et il nous a paru évidemment très important au travers de l'information un peu générale qu'on va leur donner, de pousser cette information un petit peu plus loin et dire finalement, vous, en tant qu'agent fonctionnaire, peut-être que si vous avez passé des concours, vous êtes un peu au fait quand même de ce qui peut se passer en termes d'évolution de carrière. En revanche, c'est peut-être un petit peu moins vrai pour les agents contractuels, si vous voulez, qui, eux, souvent sont plus en découverte. Et l'idée, si vous voulez, c'est de leur faire comprendre que, y compris pour les agents contractuels, il y a des voies d'évolution qui sont possibles. Pourquoi ne pas passer du CDD au CDI ou alors du CDD au fonctionnariat, mais si vous voulez, avec des enjeux vraiment d'évolution professionnelle qui nous semble important de rappeler à l'ensemble des protagonistes.
Et d'un point de vue, si vous voulez, des enjeux RH, alors c'est peut-être un peu une évidence ce que je veux dire là, vous savez que la loi de transformation de la fonction publique a donné, alors, en particulier, mais pas que, pour la fonction publique de l'État, des nouvelles possibilités vraiment poussées assez loin de recrutement d'agents contractuels directement en CDI pour certains. Et si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve un peu à mi-chemin entre deux voies d'accès, hein. La voie royale, qui était celle du concours, qui est concurrencée par celle de la voie contractuelle. Donc on se dit, si vous voulez, qu'en particulier, mais pas que pour cette seconde population, il est d'autant plus important, si vous voulez, de les accueillir bien. L'idée étant qu'ils soient au fait, de tout ce qui va pouvoir éventuellement les attendre dans leur parcours professionnel. Voilà donc ce qui nous a vraiment aidé, enfin, nous a convaincu qu'il était important de développer ces différents sujets. Voilà ce que je voulais dire très brièvement. Merci Arnaud. Donc c'est notamment au regard en fait de ces spécificités de la fonction publique qu'on a conçu un parcours 100% e-learning sur ces thématiques-là. Et on a fait un choix qui a été très fort, qui est celui de le faire en digital learning. Et on va vous exposer les raisons de ce choix. Et pour cela, je vais laisser à nouveau la parole à Stéphanie, qui va vous présenter un peu les nouveaux défis de la formation qui nous ont poussés au choix du digital. Oui, effectivement, comme nous avons de nombreuses demandes sur la formation des nouveaux agents, nous nous sommes penchés sur les défis de la formation onboarding pour vous, pour la fonction publique. Et nous avons identifié 3 grands défis pour les professionnels formation et des ressources humaines. Le premier défi, c'est celui de former un public massif et varié. Cela s'explique par la nature même de la fonction publique, qui se distingue par une diversité de métiers, de secteurs, de statuts, donc avec une nécessité de former sur des gros volumes, sur des publics répartis sur un vaste territoire et éclatés, et une grande diversité de métiers, de profils, de statuts contractuels, fonctionnaires. Le deuxième défi, c'est celui des enjeux financiers et organisationnels. On le sait, le contexte actuel est plutôt à la restriction budgétaire et il est donc capital pour les RF et les RH d'optimiser les budgets, de trouver des solutions pour former le plus de personnes possible et en même temps de réduire les déplacements. Et tout ça dans une garantie de continuité de service qui n'est pas une mince affaire. Enfin, le troisième défi, c'est de s'adapter aux nouvelles organisations du travail. On a vu se développer largement le télétravail dans la fonction publique. On voit également l'usage du numérique qui se développe, une transformation numérique qui touche tous les secteurs et la fonction publique n'échappe pas à cette révolution. Donc aujourd'hui, la formation doit prendre le pas aussi et s'adapter également et montrer l'exemple. Donc, tous ces défis engendrent des nouveaux besoins, des formations plus flexibles, des formations plus accessibles et économiques et des formations adaptées aux nouvelles organisations du travail. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui du digital learning sur la formation onboarding, parce qu'on est conscient de ces enjeux forts pour les services RH et, comme le rappelait Arnaud, en fait, sur l'importance de ces formations à l'accueil des nouveaux agents. Et donc, nous avons décidé pour cela de développer une offre de formation digital learning sur le sujet. Et je passe la parole à Éléonore pour vous présenter un petit peu le pourquoi et le comment CEGAP s'engage dans le digital learning. Oui. Alors, tout d'abord, je vais remettre un petit peu en contexte comment est-ce qu'on s'est positionné dans le digital learning chez CEGAP. Le digital learning, ça fait déjà quand même une bonne quinzaine d'années que il a été pris à bras-le-corps par les services formation et notamment dans le secteur public. On le définit aujourd'hui donc comme le recours aux outils numériques au service de la formation et des pratiques pédagogiques. Dans un premier temps, donc pour une mise en perspective un peu de ce qu'est, de comment illustrer le digital learning,
On a bien évidemment les MOOC ou encore les parcours d'apprentissage en ligne qui sont notamment bien connus des milieux universitaires, hein, qui les développent de plus en plus et depuis plusieurs années maintenant, à travers des plateformes de formation en ligne, dont l'une bien connue, notamment Moodle. C'est des parcours qui sont donc tout en autonomie, souvent animés par des experts qui peuvent être plus ou moins interactifs avec des forums ou pas, mais qui en fait présentent donc différentes ressources en ligne comme des modules e-learning, des vidéos, des documents téléchargeables, des quiz sur lesquels les apprenants vont pouvoir évoluer de façon autonome. Donc ça, c'était vraiment un des grands premiers piliers du digital learning. Le deuxième pilier du digital learning qui est aujourd'hui de plus en plus préconisé dans la formation, c'est ce qu'on va appeler le blended learning ou encore les parcours mixtes ou encore des parcours hybrides qui vont venir mélanger les modalités présentielles, distancielles, synchrones, asynchrones ou encore le recours au présentiel enrichi dans lequel on va avoir recours à des outils numériques en présentiel, avec donc des parcours qui vont proposer des ressources en autonomie en amont d'un présentiel ou d'une classe virtuelle, ou des ressources en aval qui vont préconiser ce qu'on va appeler la pédagogie inversée et favoriser la facilité. C'est vraiment l'intégration des outils modernes, des outils numériques dans des parcours mixtes. Et aujourd'hui, et avec les perspectives de demain, on voit aussi apparaître et émerger de plus en plus des applications mobiles au service de l'apprentissage, notamment dans l'apprentissage des langues, avec ce qu'on appelle donc le mobile learning, des applications directement sur téléphone et l'usage du téléphone en formation. Et la grande innovation du digital learning, c'est le recours aux nouvelles technologies. Et là, on est sur les formations de demain, les formations comportementales, avec l'interrogation de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, ou encore comment utiliser les outils d'intelligence artificielle, que ce soit dans le pilotage de la formation, comme dans la conception de la formation, ou encore dans la création de contenu. Donc c'est dans ce contexte-là que Cegap s'est positionné sur le digital learning. Et nous, on a fait 3 choix assez forts de se positionner et de privilégier 3 grands axes. Un premier axe, c'est de se dire, on souhaite aujourd'hui développer le blended learning, c'est-à-dire ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est développer des formations hybrides pour garder et conserver ce format présentiel et synchrone avec des formateurs et des formatrices experts au cœur de nos parcours, mais qui vont favoriser la mise en pratique, la mise en exercice grâce à de l'apport de contenu en amont et de l'apport de contenu en aval. Donc ça, c'est un grand projet que l'on a. Et par exemple, une des illustrations, c'est un projet sur lequel on travaille, c'est l'hybridation de notre grande formation réglementation au chômage. Réglementation allocation chômage, qui va donc voir le jour prochainement dans un format blended enrichi. Nous développons aujourd'hui donc des parcours 100% e-learning en autonomie, dont le parcours onboarding que l'on vous présente aujourd'hui, et nous développons également le sur-mesure pour pouvoir répondre à des besoins plus spécifiques avec vous, en collaboration avec vous. Pourquoi avoir fait le choix du blended learning et du digital learning? Tout simplement parce que, on le sait aujourd'hui, le digital learning propose une expérience de formation optimisée et enrichie, que ce soit pour l'apprenant comme pour le responsable formation, puisque vous allez pouvoir piloter vos formations en temps réel, savoir où en sont vos apprenants. Vous allez pouvoir déployer des formations à un grand nombre, donc répondre à cet objectif de formation massive. Ça va vous permettre d'optimiser vos plannings de formation pour avoir moins de déplacements de vos équipes, moins d'interruptions. Ce sont les apprenants qui vont eux-mêmes
gérer leur planning de formation et gérer leur créneau de formation. C'est également une maîtrise et un regard sur le budget avec un regard plus volumétrique, pouvoir former le plus grand nombre, mutualiser des budgets entre les services, par exemple. Et pour l'apprenant, le digital learning, c'est plus de flexibilité, plus d'autonomie, donc un meilleur équilibre au quotidien pour pouvoir jongler avec les tâches du quotidien et les tâches de la formation et malgré tout assurer une montée en compétences de qualité. C'est donc dans ce cadre que nous avons donc développé un parcours 100% e-learning que l'on a nommé donc être agent public au cœur du service public pour maîtriser le statut d'agent public. Et je vais relaisser la parole à Arnaud parce que nous avons travaillé donc en collaboration, donc moi et Stéphanie avec le pôle vraiment pédagogie digitale et Arnaud qui est vraiment notre expert sur le sujet. Et nous avons donc voulu mutualiser ces compétences pour vous proposer une expérience la mieux adaptée et la plus efficace. Avant toute chose, je vais vous lancer la vidéo qui va vous présenter en 1 minute notre parcours. Tu me cèdes la parole. Hein. Je te cède la parole, Arnaud. Je reprends la parole. Bonjour à tout le monde. Oui, un petit peu de détails, hein, je vais être assez bref, j'espère, sur le parcours. L'idée, si vous voulez, c'est que quand on a conçu le programme, on s'est dit, bon, bah, au même titre qu'on le ferait en présentiel, comme effectivement j'ai eu un certain nombre d'occasions de le faire, on a découpé le parcours en trois parties, en 3 actes. Pour cette dénomination. D'abord, hein, reprenant un petit peu ce que je vous disais plus tôt, sur, bah, en gros, comment ça marche, hein, le service public, hein, quel est le système d'exploitation, le logiciel, avec un certain nombre de valeurs fondamentales. Alors donc, là, on va revenir sur les grandes différences entre le secteur public et le secteur privé, l'organisation administrative de la fonction publique dans les 3 versants, l'organisation statutaire, glissement des lois Le Pors au Code général de la fonction publique. Alors le tout, évidemment, pas de crainte, vulgarisé entre guillemets, pour que tout le monde puisse comprendre tout ce dont on parle. Donc évidemment, on essaie d'utiliser un langage pas trop technique. Et puis, n'oublions jamais que, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai formé pour un CREPS une fois sur ce parcours. Et en fait, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai un discours qui soit accessible à tout le monde. J'avais dans la salle de formation, à ma gauche, une personne d'entretien et de l'autre côté de la table, bon, il y avait d'autres personnes, mais j'avais une responsable de la formation. Donc, il fallait, si vous voulez, quand même que tout le monde y trouve son compte. Donc, être suffisamment voilà, intelligible, quel que soit finalement le métier concerné. Donc, on essaie effectivement de faire passer le message sur les lois du service public, continuité, égalité, mutabilité. On parle évidemment des différentes catégories de personnel, grosso modo, voilà, les fonctionnaires d'un côté, les contractuels de l'autre, et puis peut-être entre les deux, les vacataires. Et puis, un petit éclairage sur les instances représentatives du personnel, parce que bon, si vous avez des personnes qui viennent du secteur privé, par exemple, bon, certes, sans doute qu'elles savent comment ça marche dans le secteur privé. Si on leur parle de CAP, de CCP, de F3 SCT, bon, tout ça peut paraître un petit peu opaque, donc l'idée, évidemment, c'est de revenir là-dessus. Un deuxième acte très
centré justement sur les valeurs liées à la qualité d'agent public. Alors là encore, pardon, mais je ne peux pas m'empêcher de vous faire une autre citation de Maurice Oriou, qui est un grand spécialiste du droit administratif, qui nous disait que le fonctionnaire constitue un citoyen spécial dont le privilège d'exprimer la puissance publique et l'intérêt général doit être conditionné par le respect d'obligations déontologiques. Donc, si vous voulez, ici, le message à faire passer, c'est que oui, pour protéger l'agent, on sait à quel point l'actualité part dans ce sens. C'est important de le faire, notamment en termes de protection fonctionnelle. Donc, l'agent va avoir des droits fondamentaux, certains relevant de libertés publiques assez évidentes, comme la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et puis des droits plus spécifiques en qualité d'agent public, le droit à la rémunération, le droit à la carrière, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup insister, et puis venir petit à petit, si vous voulez, sur les valeurs déontologiques, que sont les principes de neutralité, de laïcité, d'unité. L'idée étant de comprendre, évidemment, sans là encore se montrer répressif, que un manquement à ce type de sujet que je viens d'évoquer peut entraîner l'engagement de la responsabilité disciplinaire des agents. Alors, comme c'est un sujet un petit peu rugueux, là, on vous en reparlera un petit peu plus tard, on a imaginé un petit jeu, voilà, le rendre une matière pas forcément un peu austère, un peu plus ludique, si vous voulez. Donc ça, c'est l'objet du deuxième acte. Et puis, l'acte 3, c'est vraiment l'avis de l'agent qui rentre dans la fonction publique jusqu'à sa sortie, alors avec des périodes plus ou moins valorisantes. On va parler d'entretien professionnel, de compte-rendu d'entretien professionnel, on va parler de voies d'avancement pour les fonctionnaires, échelon, grade, promotion interne, on va parler d'éventuelles évolutions professionnelles pour les agents contractuels, le passage de CDD en CDI, si oui, comment, les conditions d'ancienneté, etc., etc. On parlera aussi de position administrative pour, alors dans les grandes lignes, pour les agents fonctionnaires avant tout, activité, détachement, disponibilité, congé parental, en faisant un parallèle avec ce que ça peut être s'agissant des agents contractuels. On fera effectivement dans ce parcours un focus sur les congés, alors que ce soit les congés annuels, les congés pour raison de santé, les congés pour s'occuper de ses proches, les congés liés à la parentalité, aux raisons familiales, etc. Et puis, les meilleures choses ayant une fin, on parlera également de cessation des fonctions, que ce soit à l'initiative de l'agent, la démission par exemple, à l'initiative de l'employeur, le licenciement, et puis parfois une co-initiative. Là, on pense à la rupture conventionnelle par exemple. Et puis, on terminera par parler quand même de la structure de rémunération. On peut très bien imaginer que un agent découvre cette belle invention qui est d'un côté l'indice brut et en regard l'indice majoré, qui porte des noms un petit peu ambigus quand même. Donc, c'est vraiment une autre ambition, en tout cas affichée, que de faire passer l'ensemble de ces messages et qu'à l'issue du parcours, l'agent se sente, j'allais dire, un peu moins perdu et plus au fait donc de tout ce qui encadre sa prise de fonction et du coup, conformément au principe que je vous ai rappelé en ouverture, via le Code général de la fonction publique. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci Arnaud. Donc, sur ce, comme vous le voyez, un parcours en 3 actes, sachant que nous avons imaginé ce parcours de façon linéaire. Donc, l'agent accède aux ressources au fur et à mesure, aux actes au fur et à mesure. Les ressources sont donc disponibles 2 mois, mais il peut le faire à son rythme. C'est-à-dire que il peut accomplir l'ensemble du parcours sur une semaine, s'il a eu le temps de gérer tous les jours, de travailler tous les jours. Il peut très bien finir son parcours en une semaine, comme il peut le faire en un mois, comme il peut le terminer là donc jusqu'à 2 mois pour compléter à 100% l'ensemble de toutes les ressources. Et, voici donc une démonstration. On va donc vous présenter l'interface. Donc, avant toute chose, le parcours est porté donc, par notre nouvelle Académie CEGAP, qui est donc notre plateforme en ligne et qui ressemble à cette interface lorsque vous êtes apprenant. Donc, en tant qu'apprenant, vous avez donc le profil apprenant classique. Donc, vous êtes inscrit en tant qu'apprenant, vous êtes inscrit donc à différentes formations.
Et le parcours agent public se décline donc en 3 actes. Vous voyez ici que cette personne est inscrite à l'acte 1 et à l'acte 2. L'apprenant a donc accès à toutes ses données de connexion, son temps de formation, son taux d'engagement, c'est-à-dire ses résultats, notamment au quiz intégré, et son taux d'achèvement, c'est-à-dire le nombre de ressources, son taux de progression. En rentrant donc dans le détail du parcours, il a donc accès au chemin des différents modules. Donc là, ici, pour les raisons de la démonstration, je peux accéder à chaque module à ma guise, mais nous avons plutôt imaginé que les ressources seront accessibles les unes après les autres une fois qu'elles auront été consultées. Pour commencer, voici donc typiquement l'introduction du premier module avec une explication pour que l'apprenant puisse naviguer facilement au sein du parcours. Il aura donc accès à une première vidéo d'introduction. Chaque acte est introduit par une vidéo qui va venir expliquer l'introduction, le contenu du programme. C'est donc notre formateur Arnaud qui présente ces formations et qui présente notamment aussi les formations de contenu. Par la suite, il peut télécharger sa fiche programme pour pouvoir l'avoir soit sur son ordinateur, soit l'imprimer. Et chaque acte commence par un e-diag qui est une série de questions, quiz, sur le contenu le contenu de la formation de l'acte et qui va lui permettre de se positionner en amont sur certains sujets. Ensuite, il aura accès à ce qu'on appelle des e-focus. Donc, les e-focus, chez nous, ce sont donc des modules e-learning qui vont avoir une durée d'à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes, en fonction des personnes. Encore une fois, ce sont des estimations en fonction de l'application que les personnes vont prendre à prendre des notes, à relire attentivement, à être plus ou moins engagées dans leur formation. Ce sont donc des modules e-learning dont la progression est enregistrée, c'est-à-dire que si par exemple là, la personne est interrompue dans sa formation, quand il reviendra à ce moment-là du module e-learning. Donc les modules e-learning, on les a voulus interactifs, on les a voulus ludiques, par exemple avec des jeux et des quiz engageants, avec un design engageant, etc. Des designs qu'on a donc intégrés complètement dans les besoins de notre formation. On retrouve par exemple des quiz qui vont venir interpeller et mobiliser les connaissances. On va retrouver aussi des ressources qui sont existantes et qui sont existantes dans des sources reconnues et renommées, notamment de la fonction publique. Et on propose également une expérience interactive avec du contenu sur lequel il peut cliquer pour être lui-même en activité, ou encore pour afficher, découvrir au fur et à mesure, ou encore des ressources et des infographies plus interactives, comme celle-ci, qui donc représente l'histoire du code de la fonction publique, où l'apprenant va découvrir au fur et à mesure le contenu. Une fois qu'il aura fini les différents modules, il pourra accéder à des vidéos qu'on va appeler des vidéos experts, qui sont encore une fois présentées par notre expert, qui sont sous un format rapide. On ne dépasse pas en général les 2 ou 3 minutes de formation et elles sont dédiées à une thématique très ciblée. Elles sont guidées, elles permettent la prise de notes et sont orientées sur une thématique vraiment experte. Donc, vous voyez que l'apprenant peut naviguer au sein de son académie de façon assez simple. Je vais ensuite arriver vous présenter
les ressources de l'acte 2. Donc, encore une fois, vous voyez ici l'introduction qui se prend le même format que dans l'acte 1. Le e-focus, et j'avais envie de vous présenter également ce qu'on a appelé, nous, les e-capsules. Les e-capsules sont des modules beaucoup plus courts par rapport au e-focus. Elles sont plus orientées sur une thématique très, très ciblée. Elles vont avoir une durée de plutôt 5 minutes. Et on va avoir, par exemple, une infographie. Donc ici, une infographie qui va présenter les droits des agents publics. Une infographie, donc, sur laquelle l'apprenant va pouvoir prendre des notes. Il a la possibilité de sortir de son parcours à tout moment et sa progression sera enregistrée. Et enfin, une fois qu'il a fini, il pourra télécharger ses fiches mémo. Mais avant de vous présenter les fiches mémo, je voulais prendre un peu de temps pour vous présenter le jeu de la déontologie. Donc, c'est un jeu pour lequel on n'est pas peu fiers, parce qu'on a pris du temps à le développer. Donc, ce jeu, en fait, l'idée, c'était de présenter les sanctions et les disciplines et ce que c'est que la notion de faute disciplinaire. C'est quand même un sujet qui est un peu lourd. On a donc choisi d'illustrer et d'apporter du contenu de façon ludique. Voici les règles du jeu. Donc, voici un aperçu des règles du jeu et voici maintenant un aperçu du jeu lui-même. Je vais pouvoir l'afficher en grand écran. Un rappel des règles, rapidement, que je peux passer. Donc, l'idée est simple. Je jette mon dé, mon pion avance et je relève un défi. Je réponds à la question. Je peux annuler ma réponse si j'estime m'être trompée pour pouvoir choisir une autre réponse et j'obtiens mon point, comme vous l'avez vu dans les règles du jeu. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on peut voir les points cumulés sur nos bonnes réponses. Et en cas de mauvaise réponse, j'ai toujours un feedback qui va pouvoir m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai eu une mauvaise réponse et aller plus loin. Et l'apprenant va être confronté, notamment, par exemple, ici, il va recevoir une sanction. Et encore une fois, l'idée, c'est de ne pas punir la personne, mais de lui apporter du contenu à travers son expérience du jeu. Voilà. Donc, une fois que l'apprenant aura effectué toutes ces ressources-là, il pourra, à ce moment-là, télécharger des fiches mémo. Et j'arrêterai la démonstration à ce moment-là pour pouvoir répondre à vos questions qui sont déjà nombreuses. Donc voilà les fiches mémo. Elles sont visualisables directement pour pouvoir les lire, les consulter. Et elles sont ensuite téléchargeables pour pouvoir être imprimées, stockées dans l'ordinateur, réutilisées au besoin. J'en ai fini pour ma démonstration. Merci beaucoup, Éléonore.
Merci pour cette démo. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura donné une petite illustration de notre parcours. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat dans l'onglet commentaires. On a déjà des questions que nous avons reçues pendant le webinaire, donc on va commencer par les traiter. Comment adaptez-vous le programme aux différents publics? Effectivement, très bonne question. On a développé aujourd'hui ce programme pour qu'il s'adapte aux 3 fonctions publiques, pour qu'il traite des droits, des obligations des fonctionnaires comme des contractuels. Et nous pouvons bien entendu adapter aux différentes spécificités de différentes fonctions publiques en développant des focus complémentaires et des capsules complémentaires. La force de la construction de cette ingénierie pédagogique digitale, c'est que Éléonore l'a vraiment construite en granularisant le plus possible les thématiques de formation. Donc cette granularisation, elle permet vraiment de découper vraiment un parcours de formation et puis d'aller modifier tel ou tel focus ou telle capsule pour vraiment correspondre le plus à votre besoin et éventuellement développer des focus spécifiques, par exemple à l'enseignement supérieur, à la fonction publique hospitalière, voilà, des modules spécifiques. Mais il est vraiment conçu pour qu'il s'adapte aux 3 fonctions publiques. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Autre question, est-il possible de commander certaines parties du parcours sans commander tout le parcours? Exemple, peut-on commander le jeu de la déontologie? Bravo. Mais pas tout le parcours. Je te laisse répondre. Alors effectivement, comme le disait Stéphanie, ce parcours a été complètement granularisé, donc avec des séquences qui sont autonomes. Donc dans l'idée, il est quand même intéressant d'avoir un parcours, une progression, une progressivité qui amène l'apprenant à se poser des questions, à s'enrichir, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on a créé la CEGAP Agency, parce qu'on sait que chaque institution a des besoins qui lui sont propres, un public qui lui est propre. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a imaginé pouvoir répondre à vos besoins de façon vraiment sur mesure. Donc, dans ce cas, il est tout à fait possible de créer des parcours sur mesure, effectivement, de capitaliser sur les ressources que nous avons créées pour les agencer les unes aux autres et répondre de façon très ciblée à vos besoins. Et dans ce cas, ça passera effectivement par le développement d'un parcours sur mesure. Et encore une fois, comme on a construit cette ingénierie pédagogique en granularisant toutes les thématiques, on peut extraire voilà, des capsules et vraiment vous proposer un parcours un petit peu sur mesure à partir de notre bibliothèque de contenu. Donc effectivement, si la déontologie, c'est vraiment votre problématique, c'est tout à fait possible de vous proposer un extrait de ce sujet. Alors en adaptant, parce que le jeu de la déontologie, il s'intègre dans un parcours, donc il faut retravailler un petit peu les liaisons. Mais on peut tout à fait vous proposer des options personnalisées pour construire votre parcours. Il y a une autre question sur le fait de pouvoir en gros tester côté RF le parcours avant de diffuser. Oui, on compte aussi sur des ambassadeurs dans les établissements pour tester, pour être séduits par la solution et puis parce que c'est toujours plus facile de communiquer sur un dispositif qu'on a nous-mêmes suivi. Donc oui, c'est prévu de donner des accès aux chargés de formation qui le déploieront dans un deuxième temps auprès de leurs agents. Et d'ailleurs, à ce sujet, en fait, on peut vous proposer également tout un dispositif d'aide à la communication pour embarquer les agents dans ce dispositif, pour faire un petit peu de pédagogie autour de l'utilisation de ce nouveau média.
et puis voilà, pour vous aider dans la communication auprès de vos agents pour les engager dans la démarche. Nord sur la possibilité d'intégrer dans une plateforme LMS interne. Oui. Hein. Oui, tout à fait. Alors, toutes nos ressources sont implantables dans une autre LMS. On a, pour parler un peu jargon, on a des formats compatibles avec toutes les formes de LMS. Donc, par exemple, les e-capsules et les e-focus, c'est ce qu'on va appeler des formats SCORM. Les vidéos sont des formats soit MP4 classiques, soit ça peut être également des formats qui peuvent être intégrés, donc on va appeler embed, qui vont être intégrables directement via un lien. Donc toutes nos ressources, ou alors c'est tout simplement des PDF, des documents PDF que vous pouvez intégrer. Donc oui, elles peuvent être directement implantées dans vos parcours, dans vos plateformes, pardon. Et d'ailleurs, c'est aussi une configuration qu'on avait imaginée, hein, de pouvoir également être en capacité de céder les droits de ces ressources et que vous ayez un peu des ressources clés en main. Voilà, vous avez les ressources et vous les implantez. Et dans ce cadre-là, on serait aussi en mesure de vous accompagner ou d'accompagner la personne de façon à ce que le déploiement sur votre propre plateforme soit le plus cohérent possible avec les objectifs du parcours, les objectifs pédagogiques, pour vous accompagner aussi sur les aspects techniques si besoin. Nous pouvons mettre à disposition notre plateforme LMS sous un système de licence, en fait, par tranche d'apprenants. Et bien évidemment, on vous envoie des statistiques, en fait, de complétude, de suivi et d'engagement des différents suivis des différents modules. Donc, sur notre LMS ou sur le vôtre. Alors, il y a peut-être une question qui peut-être me concerne le plus sur le fait de savoir est-ce que les sujets abordés sont suffisamment vulgarisés pour être bien compris par tous les apprenants. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on s'emploie. Donc, oui, en principe, oui. Si vous voulez, quand on parle de promotion interne et qu'on parle de liste d'aptitudes, on va dire ça avec des termes vraiment simples. On aura des quiz. Donc, en principe, oui. Enfin, en tout cas, on espère que cet objectif sera atteint par rapport à ce que nous développons. Et je me permets de rebondir sur une autre question alors, qui se trouve à un autre endroit. Une personne qui disait par granularité, par exemple, pour la FPH, selon que je suis agent de service ou attaché à l'administration, le programme peut-il être vraiment spécifique? C'est une autre question. En gros, c'est parce que, effectivement, j'ai bien compris, c'est pas forcément le même niveau d'attente. Oui. Alors après, je te laisse répondre. Alors encore une fois, on a imaginé ce parcours de façon à ce qu'il réponde de façon le plus générale à l'ensemble, au plus grand nombre de personnes possible sur l'ensemble des 3 versions de la fonction publique. Et encore une fois, on a encore bien conscience que chaque organisation a ses enjeux, ses spécificités, et c'est donc pour ça qu'on a encore une fois créé la SEGAP Agency pour pouvoir vous proposer des formations sur mesure. Donc, si pour tout besoin spécifique, on passerait donc par une prestation sur mesure pour pouvoir injecter plus de votre spécificité dans nos modules. On a une question sur existe-t-il des relances automatiques pour les agents qui n'ont pas terminé? Oui. Effectivement, c'est une question très importante et au cœur du suivi de ces formations. Tout à fait. On a un système de relance automatique. Donc, notre LMS, ou le vôtre d'ailleurs, sera en capacité donc, de traquer, de recueillir les données de progression et de score. Donc, en fonction notamment de la progression, on a plutôt privilégié la progression sur ce parcours parce que ce qui nous intéresse, c'est plus la complétude, donc que l'apprenant ait vu l'ensemble des ressources plutôt que sa réussite à des quiz. Mais effectivement, chaque apprenant est suivi par le LMS et recevra
des relances, par exemple. Voilà, une semaine que vous avez commencé votre parcours, pensez à vous reconnecter. Ou alors, votre parcours se termine à telle date, pensez à avoir terminé. Ça peut être également des messages de félicitations pour lui dire bravo, vous avez terminé l'acte 1, continuez, il faut terminer, il vous reste l'acte 2, l'acte 3, etc. Donc oui, on a prévu un système de relance, notamment par rapport à la progression. Il y a une question qui est évidemment essentielle sur des sujets qui peuvent être amenés à bouger, sur les mises à jour si on intègre le parcours sur notre LMS. Oui. Sur le LMS du client. Oui, dans notre modélisation de prestations, on a imaginé effectivement qu'il y aurait une option de mise à jour. On s'était dit pendant 2 ans, parce qu'on sait que ce sont des matières évolutives et qu'on s'engage à mettre à jour pendant 2 ans ces contenus. Voilà, donc pour les personnes qui auront, dont le contenu seront hébergés chez nous, ce sera plutôt invisible, puisqu'on mettra nos contenus à jour au fur et à mesure et ils seront à jour. Pour les personnes qui auraient choisi et qui choisiraient l'option implantée directement sur le LMS accession de droit, on vous enverrait en fait les fichiers à jour si une mise à jour est nécessaire. Et il y aurait effectivement un accompagnement. Vous voyez, on a prévu un pilotage et un suivi de projet avec un suivi de projet personnalisé, régulier, avec des réunions peut-être 1 ou 2 fois par an pour pas perdre contact avec votre besoin et avec le besoin de mise à jour nécessaire. Une question sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Oui, alors sur l'accessibilité, les vidéos contiennent toutes des options de sous-titrage. Et c'est une vraie question. Donc, on a plutôt fait le choix de ressources qui sont lisibles plutôt que de ressources audibles, justement pour favoriser au maximum l'accessibilité des ressources. Alors, on n'a pas intégré, il est vrai qu'on n'a pas intégré l'audio description. Ça pourrait être l'objet, par exemple, d'un parcours sur mesure pour une personne qui en aurait plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. C'est une question merci, est-ce qu'il y aura un forum pour les stagiaires s'ils ont des questions? Alors, la question du forum, étant donné qu'on est sur une formation qui est vraiment adressée à un grand volume, à des personnes et qui seraient plutôt toutes en autonomie, on s'est plutôt dit que on n'aurait pas de forum pour éviter, parce que vous savez qu'un forum nécessite derrière une animation, une régulation, des actions de proposition, parce qu'un forum sans personne derrière, sans une personne derrière qui régule, relance les échanges, répond aux échanges, c'est un forum qui fait un peu flop. Donc, par défaut, il ne contient pas de forum. Si toutefois vous souhaitez qu'il y ait un forum, encore une fois, on rentrera sur une prestation de pilotage sur mesure et on verra ensemble comment intégrer un forum pour que celui-ci soit le plus efficace et le plus pertinent possible pour que ce soit vraiment utile. C'est-à-dire savoir qui s'en occupera, qui pourra le régulariser, comment le réguler avec un plan de communication et des ressources en interne dédiées à la régulation de ce forum. Mais encore une fois, il est tout à fait possible d'en ouvrir un si vous le souhaitez. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à Arnaud
et à Éléonore d'avoir présenté ce nouveau dispositif. On vous précise que votre conseillère formation attitrée se tient à votre disposition si vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, pour connaître plus en détail nos différents modèles. Donc, on vous a présenté nos différents modèles donc, en licence, en pleine propriété et sur mesure. Mais voilà, pour approfondir ce sujet avec nos conseillères formation. Et puis, si ce projet vous a séduit, si vous voulez aller plus loin dans la démarche. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci avec à vous. CEGAP.